Bienvenue pour ce webinaire Passer un cap difficile et se projeter dans l'après, quel financement possible. Moi, je m'appelle Mathieu, je travaille pour le mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc, en tant que mouvement des entrepreneurs sociaux, on a pour vocation de représenter les entrepreneurs sociaux, notamment auprès des pouvoirs publics, des instances décisionnaires, pour aider à développer le modèle de l'entrepreneuriat social. Et en tant que réseau, on est là pour connecter, rassembler, accompagner les entrepreneurs qui mettent l'impact au cœur de leur projet partout en France, voilà, pour les aider à développer leur projet et puis particulièrement dans ce contexte de crise, à traverser la crise au mieux et à commencer à préparer la reprise. Et on a le plaisir d'avoir Valérie Vitton et le Crédit Coopératif qui sont avec nous aujourd'hui pour venir vous aiguiller et vous nourrir sur ces questions justement de comment financer l'après, la reprise et la suite. Valérie, je vous laisse dire un petit mot sur vous, sur le Crédit Coopératif, et après on démarre, on rentre dans le fond des sujets. Merci Mathieu, bonjour à tous, je serais très heureuse d'être avec vous ce matin. Alors moi je suis par téléphone, mais on va faire de l'interactivité avec l'aide de Mathieu. Donc, je suis responsable de l'équipe financement et conseil spécialisé au Crédit Coopératif, qui est un établissement bancaire que certains d'entre vous doivent connaître, car établissement bancaire très engagé dans l'économie sociale et solidaire et partenaire du MOVE depuis déjà longtemps. Donc, je vais vous parler des financements bancaires classiques, mais que vous connaissez bien et dont on parle beaucoup. Mais je vais aussi surtout vous parler de ce qu'on peut appeler les financements désintermédiés, donc d'autres modalités de financement que les prêts classiques pour se projeter dans l'après-crise, puisque c'est ce qu'on disait avant de commencer avec Mathieu. On en a tous besoin de se projeter dans l'après, de regarder la sortie. Et j'ai l'impression des échanges avec nos clients que depuis le début de la semaine, c'est un sentiment un peu général de dire, voilà, quid pour être bien en phase avec le monde d'après, avec plein de guillemets. Donc, peut-être commencer par la première page de présentation, quand même un rapide rappel sur les dispositifs spécifiques que vous connaissez bien, hein, qui sont les reports d'échéance de prêt, que vous avez peut-être, sans doute même pour certains d'entre vous, demandé à votre établissement bancaire et peut-être à certains fonds d'investissement qui sont déjà présents en fonds propres ou quasi fonds propres dans vos structures. Donc ça, c'est simple, c'est bien connu, on ne va pas s'attarder. Prêt avec garantie de l'État, je pense qu'on ne peut pas trop ne pas connaître parce que les médias en parlent très largement. Ce qu'il faut juste rappeler sur le prêt avec garantie de l'État, c'est que le G et le E sont importants, mais le P est également important puisque c'est un prêt, donc il va falloir le rembourser. Vous connaissez le principe, il y a 1 an de franchise et puis après c'est remboursable en 5 ans maximum. Donc c'est vrai que c'est une super bouffée d'oxygène et c'est un très bon dispositif que l'État a monté très rapidement pour permettre aux banques d'accompagner les clients et de leur permettre de passer un cap qui pour certains est très difficile et pour d'autres n'est pas très difficile parce que ça dépend vraiment de votre activité économique. Mais pour certains, je pense notamment à des secteurs qui sont bien représentés dans la clientèle du crédit coopératif comme la culture, la période est très sombre. Et en plus, là, la visibilité sur la sortie est encore assez floue. Voilà. Donc, il y a des secteurs d'activité où il était urgent de faire quelque chose. Mais un prêt qui va se mettre en remboursement dans 1 an, ce n'est pas forcément la seule solution ou la meilleure solution. Il ne faut pas oublier non plus les dispositifs classiques, mais toujours d'actualité, qui n'avaient pas été mis en place sur la crise, mais qui existent toujours, à savoir bien sûr des découverts, des avances qu'on appelle les avances daily, c'est-à-dire des relais sur des subventions, des prix de journée, enfin des paiements
qui vous sont déjà dus, hein, ça existe toujours, crise ou pas, on peut toujours faire ces devis. Des avances court terme aussi avec des nantissements de portefeuille de placement pour certains qui ont des placements mais qui se disent bon, compte tenu de l'évolution des marchés, c'est peut-être pas le moment de faire des cessions et d'enregistrer des moins-values. Pour autant, j'ai des besoins de trésorerie. Donc voilà, vos banques sont en mesure de vous trouver des solutions adaptées. Et bien sûr, on a, et fort heureusement, beaucoup de clients qui continuent à investir parce que leur activité n'a pas trop souffert ou leur activité, même pour certains, se développe. Il y avait des projets qui étaient déjà dans les tuyaux avant le mois de mars et qui continuent leur développement. Donc, voilà, les prêts classiques de financement des investissements en matériel, en immobilier, etc. Bien sûr, ça reste toujours possible, même si les banques sont très, très, très sollicitées par leurs clients pour mettre en place des PGE. Il reste quand même un petit peu de temps de cerveau disponible pour étudier les autres dossiers avec un petit peu plus de délai qu'avant, mais voilà, on est dans une période où on est tous compréhensifs les uns avec les autres. Mais voilà, la vie continue, l'activité bancaire classique continue de tourner. Donc vos projets que vous aviez avant, si vous n'avez pas été contraint de les mettre en sommeil, faute de temps, faute d'activité, faute de personnel disponible, etc., sachez que les différents établissements bancaires avec qui vous travaillez seront très heureux de continuer à financer du développement et ne pas financer que de la gestion de crise. Merci Valérie. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est d'aller Je ne sais pas si certains ont des questions sur ces sujets que vous devez bien connaître, mais peut-être une ou deux questions quand même. Allez-y, hein. On a décidé avec Mathieu de faire quelque chose d'assez interactif, de ne pas vous donner la parole qu'à 11h44. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les faire remonter tout de suite. On les abordera au fil de l'eau. Si jamais il n'y a pas encore de questions qui sont remontées pour l'instant, on pourra commencer à rentrer dans le sujet qu'on voulait aborder avec vous, qui est vraiment de travailler sur les autres options, notamment le financement moyen-long terme, voilà, pour commencer à préparer la reprise et bien imaginer comment soit continuer à développer votre activité si aujourd'hui elle n'est pas trop impactée par la crise, soit vraiment pouvoir pleinement préparer la reprise pour redémarrer aussi fort que possible. Valérie, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont remontées. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à rentrer dans le… Alors, on attaque sur les financements des intermédiaires. Alors, derrière cette appellation peut-être un petit peu barbare quand on n'est pas dans le secteur financier, donc le principe, c'est très simple en fait. Ce n'est pas la banque qui vous fait un prêt avec son bilan. La banque va servir d'intermédiaire entre vous qui avez besoin de fonds pour développer votre activité et des investisseurs qui cherchent à investir les fonds qu'ils ont en gestion. Donc, ce sont deux univers qui se connaissent, mais un peu de loin. Et très souvent, on voit dans nos clientèles que les gens ne pensent pas forcément qu'il y a pas mal d'argent disponible chez les investisseurs et notamment, parce qu'on va bien parler de cela, on y reviendra un peu plus tard, des investisseurs solidaires, des investisseurs de finances patientes. Et bien sûr, je ne vais pas vous parler des investisseurs très capitalistiques, des BlackRock ou autres, hein, c'est pas ça le propos.
on est bien entre gens de l'univers économie sociale et solidaire, donc il s'agit d'y rester. Et vous pouvez compter sur moi qui y suis depuis très 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 longtemps pour veiller à ça. Et d'un autre côté, on a donc ces investisseurs solidaires qui ont de l'argent à investir, à apporter à l'économie réelle de l'ESS, mais qui ont souvent du mal à sourcer les dossiers, c'est-à-dire à aller détecter quelle est l'association, quel est l'entrepreneur social, quelle est la coopérative, la SIC qui a besoin d'investissement avec le potentiel de remboursement également. Voilà. Donc la banque fait ce rôle de go-between et a aussi ce rôle de structuration juridique pour veiller et être un peu garant que les intérêts des deux parties sont bien respectés. Quand il y a plusieurs investisseurs, ce qui est souvent le cas, que les positions des uns et des autres sont cohérentes et qu'il n'y a pas un investisseur qui est défavorisé par rapport aux autres, parce que là, quand il s'en aperçoit, il n'est pas content du tout, du tout. De veiller aussi à ce que notre client ne se fasse pas, avec un guillemets, manger tout cru par l'investisseur, que ses intérêts soient bien préservés. Voilà. Donc la banque joue à ce rôle de faire rencontrer les deux besoins et de veiller à ce que les intérêts des deux parties soient bien pris en compte. Alors, donc on a dit qu'on ne parlait pas de prêt, mais plutôt d'intervention en fonds propres, quasi-fonds propres, pour donner un peu plus, je dirais, de consistance au bilan. Alors, ça peut servir, bien sûr, en crédit coopératif, on fait cette activité depuis au moins 20 ans, hein, donc c'est pas depuis mi-mars 2020. Mais peut-être que, enfin sûrement même, je suis sûre que ça, vraiment, c'est un sujet qui est complètement d'actualité parce que un certain nombre d'entre vous, sans doute, enfin en tout cas d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, va avoir souffert de la crise, va avoir fait des pertes. Hein, parce qu'on a dit il y a des prêts garantis par l'État, ça apporte de la trésorerie, mais ça n'empêche pas que malheureusement certains auront fait des pertes parce qu'il n'y aura plus d'activité. On parlait de la culture, on peut parler du tourisme, on peut parler de l'insertion par l'activité économique, voilà, on peut parler du transport, de plein de secteurs qui auront été impactés, qui auront fait des pertes à la fin de l'année, ou alors en tout cas un moins bon résultat que les années précédentes, et ça va impacter le fonds de roulement, les fonds propres et donc votre fonds de roulement. Alors, un des intérêts de ces interventions en haut de bilan avec des investisseurs, c'est que ça donne plus de temps pour développer des projets, parce que ce n'est pas remboursable tout de suite. Un prêt, bon, au mieux, vous allez avoir un an de franchise, puis après, il va falloir commencer à rembourser régulièrement. Une intervention en fonds propres ou quasi-fonds propres, que ce soit du titre participatif, de l'obligation, du titre associatif, c'est souvent 7 ans, 8 ans in fine. C'est-à-dire ça vous donne 7 ans pour développer votre projet et qui dégage une certaine rentabilité. Ça veut dire que s'il met 3-4 ans à décoller, c'est pas grave. Alors qu'un prêt, vous n'allez pas pouvoir dire à la banque, bon côté, moi je commencerai à rembourser dans 4 ans parce qu'avant, ça ne va pas aller. Hein, vous voyez, ça donne de l'air, ça donne du temps. J'aime bien dire des fois que c'est une anticipation sur des résultats futurs. Ça peut être aussi de se dire, bon, voilà, je sais que crise ou pas crise, peu importe, je dégage tant de résultats par an, qui sont 100 000.
au bout de 7 ans, j'aurai mis 700 000 en réserve. Et si vous avez un investissement de 500 000 à faire, est-ce qu'il faut attendre 5 ans ou 6 ans pour le faire? Ou est-ce qu'on peut se dire, ben, là, j'ai une opportunité, il y a un besoin de service que je peux rendre aujourd'hui. Donc, ce serait vraiment bien que je fasse mon investissement maintenant, en comptant que je rembourserai l'apport qui m'aura été fait que dans 5, 6, 7, 8 ans. Donc, ça fait gagner du temps dans le plan de développement sans se dire, bah oui, mais déjà dans quelques mois, il faut déjà que ce soit rentable parce que je vais commencer à rembourser mon prêt. Donc, ça, c'était pour le principe. Après, on va pouvoir rentrer dans le détail de concrètement, parce que là, vous dites sûrement, je n'en doute point, ah mais oui, c'est super intéressant. Et concrètement, on fait comment? Donc, on va y venir juste après. Mais est-ce que déjà, sur le principe, est-ce que j'ai été suffisamment claire? On a des premières questions. On a une question d'Isabelle. Pour les fonds propres ou quasi-fonds propres, s'agit-il d'investissement ou de prise de part du capital ou bien est-ce carrément une autre forme de prêt, comme l'apport qui est à rembourser, mais à plus long terme qu'un prêt? Alors, ça peut être une entrée au capital. Alors, nous, pour parler de ce qu'on fait au Crédit Coopératif, on ne travaille pas sur des entrées au capital des investisseurs, mais plutôt sur donc de l'obligation, du titre participatif, du titre associatif. Donc, on est plutôt sur du quasi-fonds propre que sur du vrai fonds propre. Donc, c'est-à-dire, ça va être remboursable. L'investisseur ne va pas rentrer dans votre gouvernance. C'est un prêteur. Vous n'avez pas à lui donner un siège au conseil d'administration. Il est prêteur. D'accord. Et on a une autre question. Est-ce que le remboursement est anticipable? Même qu'on pourrait le faire sur un prêt classique bancaire, est-ce que c'est anticipable de rembourser des investisseurs de façon anticipée? Alors, non, en général, parce que l'investisseur, il n'est pas dans la même logique que le banquier. L'investisseur, lui, c'est un placement. Il a besoin de ce placement parce qu'il a besoin de la rémunération que vous allez lui verser, même si elle n'est pas énorme, il en a quand même besoin. Il peut avoir, peut-être je détaillerai après, mais des obligations d'investir dans des investissements solidaires. Donc, non, quand on souscrit, quand une entreprise ou une association émet une obligation qui est souscrite par un investisseur, ça va jusqu'à son terme. D'accord. Avant d'enchaîner sur la suite, on a aussi une question sur votre vision sur les stratégies de levée de fonds pour les profils plutôt start-up. Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour des acteurs qui sont plutôt sur de l'amorçage en termes de levier à actionner entre de la dette, de l'equity? Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez partager et potentiellement des acteurs que vous avez identifiés, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler et qui pourraient être intéressants justement pour nos entrepreneurs pour préparer la suite? Alors, le sujet des startups est un peu compliqué dans la mesure, enfin, des startups de l'ESS, parce qu'il y a très peu de fonds d'amorçage dans l'ESS. La plupart des investisseurs, enfin, des fonds, demandent à ce que l'entreprise, alors quand je dis entreprise, c'est au sens large, y compris association, c'est-à-dire que l'acteur économique ait au moins 2 ans d'existence. Il y a très peu. Alors, France Active a lancé avec le soutien de la Banque des Territoires il y a
peut-être 6 mois maintenant, quelque chose comme ça, ou à peine, je ne sais plus. Oui, un peu moins, ça doit être au tout début de l'année, donc 4 mois peut-être, un fonds d'amorçage pour l'ESS, mais c'est un peu l'exception. Voilà, donc pour les fonds solidaires généralistes, il n'y a pas grand-chose sur l'amorçage. Alors après, aller vers les fonds classiques de start-up, là, c'est pas forcément bien adapté à notre public du jour, parce que là, ça va être des rendements attendus au moins 15%. Donc voilà. Comme je suis au téléphone, je ne vois pas la tête que vous faites quand je dis 15%, mais j'imagine que c'est pas ce que vous avez l'intention dans votre modèle économique de verser à l'investisseur. Les banques financées en prêt classique, les startups, c'est un peu compliqué, même si certaines banques font beaucoup de communication sur des enveloppes dédiées aux startups, mais enfin, ça reste quand même assez marginal. Donc après, il reste la solution d'investisseurs. Alors ça dépend vraiment du secteur d'activité, mais moi je pense qu'une solution, c'est d'aller chercher des investisseurs. Si vous êtes dans quelque chose qui tourne autour de la santé, il y a des mutuelles qui ont des poches d'investissement dédiées comme ça à des startups qui peuvent être sur des métiers qui vont avoir un intérêt pour la mutuelle ou pour ses ressortissants. Vous avez des family office aussi qui sont intéressés par soutenir des startups, chacun selon une thématique. Donc c'est voilà, d'expérience, je dirais, méfions-nous de la com des uns et des autres, et objectivement, je pense que une bonne piste, c'est les family office ou des fonds d'entreprise comme ça, qui ont des petites poches pour investir dans des startups où il y a une synergie avec leur propre métier. Merci Valérie. En effet, si je peux compléter, il y a aussi des acteurs, il y a des réseaux de business angels, typiquement des réseaux comme les Cigales, qui sont plutôt des individus qui ont des fonds, alors qui sont forcément moins conséquents. Ce n'est pas des enveloppes très importantes, mais qui vont pouvoir aussi investir dans votre projet avec potentiellement une envie aussi de l'accompagner d'un point de vue mécénat de compétences techniques, donc vraiment qui ont à cœur de travailler sur vos problématiques. Et sur le réseau Entreprendre, ouais, qui est bien aussi. Oui, le réseau Entreprendre. Et en les fonds d'amorçage, il y a aussi le fonds SIDAI de Make Sense qui est dans la même lignée que le fonds d'amorçage de France Active. Donc, il y a 2 ou 3 fonds d'amorçage qui viennent juste d'être lancés. Donc, le besoin sur l'amorçage a été identifié depuis un certain temps et maintenant, il commence à avoir émergé des réponses spécifiques pour les entreprises sociales. Donc, voilà, c'est en train de se développer sur ces sujets. On a une question aussi, alors on a pas mal vu le cas des startups. Est-ce qu'il y a des choses particulières en termes d'investissement pour les chantiers d'insertion, les ateliers et chantiers d'insertion? Alors, le secteur de l'insertion, pas spécifiquement les chantiers d'insertion, mais le secteur de l'IAE est un secteur qui intéresse beaucoup ces derniers temps les investisseurs solidaires. Alors, comme dans tout, il y a un peu des modes. Depuis quelque temps, les sujets que recherchent les investisseurs solidaires, c'est lutte contre l'exclusion et plutôt des sujets de proximité. Car les ONG et ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça intéresse moins qu'à une époque des investisseurs solidaires qui sont plutôt à chercher vraiment revitalisation de territoire et lutte contre l'exclusion, le décrochage scolaire, le chômage. Donc le secteur de l'insertion a le vent en poupe, si vous me permettez l'expression, auprès des investisseurs. Très bien. Dernière petite question et après on peut passer sur la partie suivante. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement attendu en moyenne sur des quasi-fonds propres? C'est forcément assez spécifique à chaque acteur, mais est-ce qu'il y a une moyenne qui se dégage?
Bah, le retour sur investissement, je pense que ce que veut dire la personne, c'est quel est le rendement attendu par les investisseurs. Alors, je sais que ça suscite toujours de l'émotion quand je dis ça. C'est qu'en fait, il y a énormément d'argent disponible dans les fonds, notamment les fonds 90-10. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les fonds 90-10. Ce sont les fonds d'épargne salariale solidaire. Parce que quand une entreprise propose à ses salariés un plan d'épargne d'entreprise, ce que doivent faire toutes les grandes entreprises, parmi les fonds qui doivent être proposés aux salariés pour placer l'argent de leur participation intéressement, l'entreprise a l'obligation de proposer au moins un fonds solidaire. Et ce fonds solidaire doit investir 10% des fonds collectés dans des entreprises solidaires, d'où ce nom de 90-10. Il doit investir 10% dans des entreprises solidaires et 90% dans des investissements classiques. Là, il fait la gestion de fonds traditionnels. Alors, quand on dit 10%, en fait, c'est entre 5 et 10%, mais ça s'appelle des fonds 90-10. Donc, il y a énormément d'argent disponible dans ces fonds. Donc, il y a un peu de concurrence pour trouver des projets dans lesquels investir. Donc, les prix baissent et les rendements attendus sont assez faibles. Donc, je dirais, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est autour de 4-5% en moyenne. Il y en a qui demandent moins, il y en a qui demandent plus, mais voilà, c'est 4-5%. Alors, ce que je dis souvent aussi à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir du quasi-fonds propre au prix où ils avaient de la dette il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, parce qu'emprunter à 4-5% il y a quelques années, sans remonter à Mathusalem, ça choquait personne. Donc, d'un côté, vous allez avoir du quasi-fonds propre, remboursable in fine, sans garantie, à 4-5%. De l'autre côté, vous avez bien sûr le crédit bancaire classique, il est moins cher que ça, mais il est remboursable plus rapidement. Et dans la majorité des cas, on vous demande une garantie. Ce qui n'est pas forcément un problème, hein, de donner une garantie. Vous achetez un bien, vous donnez une hypothèque sur le bien que vous achetez, voilà, c'est normal. Par contre, il y a parfois des financements dont vous avez besoin pour financer votre développement et vous êtes bien en peine de trouver quelle garantie vous allez pouvoir apporter à la banque parce que vous ne financez pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être des frais de développement, de recherche et développement, recruter des équipes de commerciaux, de développeurs pour monter en puissance. Voilà, ça va être rentable dans quelques temps, mais vous n'allez pas mettre vos commerciaux en garantie à la banque. Donc, il y a parfois des sujets qui sont à financer et où vous savez que vous ne pourrez pas rembourser tout de suite et vous savez que vous n'avez pas de garantie à mettre en face. Ça, c'est deux indicateurs qui doivent ou qui peuvent vous faire aller vers ces financements des intermédiaires dont on parlait. Alors, je vais peut-être dérouler un tout petit peu plus sur la page suivante, là, sur le comment, et puis après, bien sûr, on pourra revenir à plein de questions. Donc, comment ça se passe? Je vous ai dit, la banque peut jouer le rôle d'intermédiaire. Donc, en fait, ça s'appelle un rôle d'arrangeur, le terme exact. Alors, certains se disent peut-être, mais à quoi ça sert la banque finalement? Parce que moi, je peux aller voir un fonds, puis la semaine d'après, je vais en voir un autre, puis je vais voir un family office, puis je vais voir un tel, France Active, etc. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait faisable. Après, est-ce que c'est votre métier? Pas sûr.
il y a toujours le risque de griller des cartouches parce que quand on fait les choses sans connaître bien le sujet, on peut se griller un peu auprès des investisseurs parce qu'on n'aura pas eu la bonne façon de présenter les choses, parce qu'on n'aura pas paru suffisamment préparé. Hein, je veux dire, ça c'est un métier comme le reste. Voilà, moi, je ne saurais pas faire votre métier. Peut-être que ce métier de la banque, vous ne savez pas le faire. Ce serait normal. Et puis, je disais tout à l'heure que les investisseurs, ils aiment bien être sûrs que quand ils investissent à plusieurs, et c'est pratiquement toujours le cas, qu'ils sont tous traités de la même façon. Donc, s'il y a quelqu'un qui joue ce rôle d'arrangeur, ils savent que l'arrangeur parle avec les uns et les autres, mais de façon à se faire converger des intérêts, qu'il n'y en ait pas un qui intervienne à 7 ans avec des obligations remboursables au fil de l'eau, alors que celui d'à côté, il va intervenir à 10 ans in fine. Vous comprenez bien qu'au moment où ils vont s'en apercevoir, bien sûr avant même de signer, ça va jeter un froid dans la relation. Donc, la banque, l'arrangeur travaille avec vous sur ce qu'on appelle un mémorandum, c'est-à-dire un document de présentation de votre structure et surtout de votre plan de développement. Donc, ça demande un certain investissement en temps de votre part parce qu'il faut que vous ouvriez un peu vos armoires pour que l'investisseur il ait envie de prendre le risque avec vous, que vous lui expliquiez. Alors, bien sûr, il y a les documents comptables passés, hein, ça c'est relativement simple, votre histoire et sa traduction comptable, mais surtout, qu'est-ce que vous allez faire demain, après-demain? Pourquoi, en fait, pour le dire simplement, pourquoi vous avez besoin de son argent? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous allez en faire? À la fois d'un point de vue comptable, rentabilité de l'investissement que vous allez faire, mais aussi cet investisseur solidaire, vous l'avez sûrement compris, il ne cherche pas à tout prix du rendement. Quand je vous disais 4-5%, on est loin des entre 10 et 14% que cherche un fonds classique. Lui, il cherche du sens, une histoire, pouvoir dire à tous les gens qui lui ont confié de l'argent, ben ouais, regardez comme on est bien, grâce à l'argent que vous nous avez confié, ben nous, on a permis de financer des entreprises qui s'occupent des jeunes en décrochage scolaire, du maintien à domicile des personnes âgées, cultiver des fruits et légumes qui seront distribués en circuit court, de remettre au travail des gens dans des circuits d'insertion, etc., etc. L'investisseur, il cherche bien sûr à ce que vous le remboursiez à la fin et que vous lui versiez une certaine rémunération, mais il cherche presque avant tout, ou au moins à égalité, le sens que vous allez donner à l'argent qui lui est confié par les gens qui placent chez lui. Valérie, est-ce que pour les financements quasi fonds propres, il y a des clauses pour les associés, type good liver ou bad liver? Alors, les investisseurs, là, ils ne sont pas associés. Hein. Ils sont, c'est vraiment des prêteurs là, hein, dont on parle, qu'ils interviennent en obligation, titre associatif. Donc, ils ne sont pas associés à la gouvernance. Bien sûr, ils ne vont pas vous faire un chèque en blanc en disant, bon, bah, écoutez, voilà, on met 1 million chez vous, puis on se reparle dans 7 ans. Non, il va falloir les inviter aux assemblées générales. En ce moment, là, qu'on est en pleine crise, les investisseurs sont assez proches de leur participation pour toutes les semaines ou tous les 15 jours, voir un peu quel est l'impact de la crise sur l'activité, parce qu'ils savent aussi que bon nombre de participations vont leur demander de remettre au pot
pour passer la période difficile. Donc, c'est pas… voilà, on vous confie de l'argent et on s'en reparle dans plusieurs années. Il y a une relation de confiance qui s'établit, mais ils n'ont pas voix au chapitre dans les décisions que vous allez prendre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Parce que souvent, ça interpelle les clients qui se disent « Oh voilà, mais… est-ce qu'on va pas, est-ce qu'il n'y a pas des gens extérieurs qui vont prendre le pouvoir? Est-ce que moi je fais rentrer un investisseur qui a une bonne tête solidaire, mais est-ce que dans 6 mois il ne va pas vendre ma participation à un autre qui sera beaucoup moins avec une bonne tête? Non, 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 ça, il n'y a pas de marché secondaire, hein, donc les participations sont gardées et il n'y a pas d'intrusion dans la gouvernance. Ça, c'est important. D'accord, bah, c'est très clair. Le message est passé et la réponse est très claire pour la personne qui l'a posée. Merci. Donc, si je reprends mon petit document, donc je vous ai dit la rédaction du mémorandum. Donc ça, c'est long, il faut jouer le jeu, il faut accepter qu'on vous challenge sur votre budget prévisionnel, voilà, que le document soit vraiment bien travaillé pour ensuite aller le présenter aux investisseurs. Alors, cette présentation aux investisseurs, l'arrangeur peut la faire tout seul. L'entrepreneur peut souhaiter participer à tous les rendez-vous. En général, on demande à l'entrepreneur, enfin, on soumet à l'entrepreneur la liste des gens à qui on va aller en parler, parce qu'il peut très bien nous dire bon, écoutez, ce fonds-là, j'ai une mauvaise expérience, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est très respectable. Donc, on dit, voilà, dans notre liste de notre roadshow, voilà les gens à qui on a envie d'aller en parler. Donc, soit on y va ensemble, soit nous, on fait les réunions et une fois de temps en temps, il y a un point qui est fait global avec l'ensemble des gens qui ont marqué un premier intérêt avec vous pour que, parce qu'il y a de l'humain derrière tout ça. Donc, il y a un mémorandum, c'est jamais que une quarantaine ou cinquantaine de pages avec des photos, des graphiques, des tableaux Excel, mais de sentir qui est à la manœuvre dans l'entreprise, c'est aussi super important pour les investisseurs. Hein. Est-ce qu'ils sentent que voilà, il y a une affinité enfin, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Hein. Est-ce que ça match entre l'investisseur et la gouvernance de l'entreprise? Et donc, l'arrangeur poursuit le processus jusqu'à ce que les fonds soient versés et que l'entrepreneur dispose des moyens de poursuivre son développement. Alors, il y a sûrement une question sur combien de temps ça prend tout ça. Je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus long que d'obtenir un prêt dans votre banque préférée. Hein. Si on fait tout ça en 6 mois, on dit c'est super. Hein. Je dirais 6 à 8 mois. Parce qu'il y a un gros travail sur le mémorandum, parce qu'il faut aller voir plusieurs investisseurs, parce que les investisseurs, ils doivent chacun passer dans leur comité de décision pour autoriser la prise, le versement des fonds. Donc voilà, tout ça ne se fait pas en 15 jours ou même en un mois. C'est quelque chose de relativement long. En effet, c'est important de le préciser. Et peut-être qui est l'interlocuteur côté banque, typiquement côté crédit coopératif, qui joue ce rôle d'arrangeur? Est-ce que c'est notre banquier, notre chargé d'affaires qui joue ce rôle? Alors, la porte d'entrée, c'est toujours votre chargé d'affaires. Et puis après, le chargé d'affaires transmet le sujet à l'équipe spécialisée, donc qui est chez moi, dans mon équipe.
il y a 3 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Parce que et encore une fois, c'est assez prenant, quoi. Donc le chargé d'affaires, déjà, il n'a pas forcément la compétence parce que lui, c'est un généraliste, hein, il ne peut pas être spécialiste de tous les sujets, de l'arrangement, du crédit bail, de l'épargne salariale, etc. C'est votre médecin de famille, votre chargé d'affaires. Et puis après, s'il y a un sujet plus pointu, ben, vous allez chez l'ophtalmo, le cardiologue, etc. Et parce que quand on est sur un sujet, des fois, pendant quelques temps, c'est plusieurs heures par jour qu'on y passe à échanger avec tel investisseur, à triturer les tableaux Excel. Donc, le chargé d'affaires, il n'a pas le temps. C'est pas ce qui lui est demandé. D'accord. Et est-ce que des acteurs qui ne sont pas clients typiquement Crédit Coopératif peuvent quand même se rapprocher de vous pour derrière être mis en relation avec l'équipe investissement Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand je disais la porte d'entrée, c'est forcément le chargé d'affaires. Si vous êtes client, parce qu'on ne va pas le court-circuiter, mais si certains d'entre vous ne sont pas clients et souhaitent aller plus loin, vous passez par Mathieu et qui nous mettra en relation, vous et moi, et on verra comment on peut voilà, déjà aller un petit peu plus loin dans l'échange pour voir si c'est vraiment une solution qui est adaptée à vous, hein, parce qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, on fait forcément des choses à très gros traits caricaturaux. Mais oui, dites à Mathieu ou à vos autres interlocuteurs du mouvement associatif, du mouvement des entrepreneurs sociaux, excusez-moi, et on se mettra en relation avec grand plaisir. Donc juste peut-être je termine sur la dernière slide et puis après je réponds aux questions. Donc là, quelle forme, hein, je vous l'ai dit déjà, titre participatif, obligation, association. Pour qui? Donc toute forme juridique, il n'y a pas de... Voilà, on a déjà fait pour des SAS, des SIC, des fondations, des associations, etc. Alors, comme vous avez compris que c'était assez lourd, si c'est votre besoin, c'est 15 000 €, non, c'est pas adapté. Alors, j'ai hésité à mettre à partir de 500 000 ou à partir d'1 million. J'ai mis 500 000 parce qu'on a déjà fait des opérations voilà, autour de 500 000. Et on est allé jusqu'à 5 millions par levée de fonds. Voilà. L'expérience du crédit coopératif, c'est entre 500 000 et 5 millions. Je vous ai mis en dessous quelques exemples. Alors, ce sont des clients qui ont fait des communiqués de presse, donc je ne trahissais pas de secret bancaire en vous mettant ces quelques noms. Alors, c'est plutôt des gros là, hein, parce que bien sûr, les gros, ils sont plus enclins à faire des communiqués de presse, mais on a fait aussi pour des plus petits. Vous voyez, c'est assez divers hein, comme activité. Fondation pour il y a du logement social, il y a du sport, une ONG. Aptic, je ne sais pas si vous connaissez, c'est contre l'exclusion, comme des chèques restaurants, mais contre l'exclusion numérique, donc des chèques d'accès à des cours d'informatique, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas de forme juridique exclue, il n'y a pas d'activité exclue. C'est après à voir si votre modèle économique s'est adapté à votre modèle économique ou pas. Voilà, j'ai fini pour ma part. Maintenant, je réponds à toutes les questions qui restent. On avait une petite question qui a déjà été en partie couverte. C'était est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients identifiés liés à ce type de financement selon vous? Alors, avantage, je pense qu'on en a parlé déjà, hein, il n'y a pas besoin de garantie, ça donne du temps pour dégager une rentabilité, on ne commence pas à rembourser au bout de 6 mois ou 1 an. Inconvénient, c'est un petit peu plus cher qu'un prêt bancaire classique, justement parce qu'il n'y a pas de garantie et que c'est du remboursement souvent in fine. Et inconvénient, c'est qu'il faut y consacrer un petit peu de temps. Parce que votre modèle
votre plan de développement, votre business plan futur, tout ça, on ne peut pas le faire sans vous. On peut vous aider à le mettre en forme, à le faire rentrer dans des cases qui conviennent bien aux investisseurs, qui comprennent bien. Mais la matière, c'est quand même vous qui nous la fournissez. Alors, parfois, on bloque, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a des clients qui n'arrivent pas à sortir un prévisionnel parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc, la première étape, c'est déjà de savoir où vous allez, ce que vous voulez faire. C'est quoi votre projet? Si vous ne savez pas encore si vous allez ouvrir un nouveau chantier d'insertion ou si vous allez rénover le hangar ou si vous allez rien faire du tout, c'est pas nous qui allons vous aider. Si votre gouvernance ne le sait pas, eh ben, il faudra attendre qu'il le sache. Et après, on peut travailler avec vous sur la présentation, sur les chiffres, avec vous et vos partenaires aussi, hein, votre expert comptable, tout ça. Mais si vous n'avez pas encore défini votre projet pour les 5 années qui viennent, il faut attendre. D'accord, donc la perspective que vous attendez, c'est un horizon de 5 ans en termes de projection à peu près. Oui, parce que l'investisseur, il vient, on a dit, pour 7-8 ans. Donc, il a quand même envie de savoir, vous, ce que vous avez envie de faire dans les 5 ans qui viennent. D'accord. On a une question alors, qui elle aussi été en partie traitée sur des équivalences de ce type d'investissement pour des montants inférieurs. Donc, on a vu qu'il y a des fonds peut-être d'amorçage qui peuvent être sur des tickets un peu moins importants. Des acteurs comme France Active aussi ont des enveloppes peut-être sur des… Oui, pour des montants inférieurs, il y a tous les dispositifs de France Active. Il y a aussi, ça peut être des billets à ordre. Nous, on a notre société de gestion, Ecofi Gestion, qui peut intervenir sous forme de billets à ordre. Et là, ça peut être sur des tout petits montants. Parfait. Je vous ai donc partagé pour celles et ceux qui l'ont vu et peut-être certains l'ont raté dans la discussion un listing, un Excel qui avait été monté avec une liste d'acteurs de l'investissement et de l'impact investing. Alors, il ne date pas de 2019. Potentiellement, il y a peut-être quelques informations qui ont pu bouger, mais voilà, ça vous donne déjà une vue assez exhaustive d'un certain nombre d'acteurs qui sont actifs sur ces sujets. Bien sûr, si vous voulez découvrir d'autres acteurs, n'hésitez pas à vous rapprocher du crédit coopératif ou de votre banque qui pourrait faire ce rôle d'intermédiaire pour préparer avec vous une stratégie de financement et d'investissement. Pour celles et ceux qui sont adhérents du MOVE, vous pouvez aller regarder dans votre boîte à outils de votre espace adhérent. On a l'habitude d'organiser des journées sur la finance à impact où on rassemble les investisseurs et les financeurs et donc vous pouvez retrouver les livrets des financeurs et des investisseurs de votre journée. Donc pareil, vous avez des contacts et des informations sur les profils des différents investisseurs. Donc n'hésitez pas à aller piocher dedans si vous êtes adhérent et que vous avez accès à votre espace. Valérie, on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez partager avec nos participants? Écoutez, si on arrive à la fin, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Le sujet est peut-être un peu austère, surtout quand on ne se voit pas, qu'on est en visio. Encore une fois, il y a beaucoup d'argent disponible, donc n'hésitez pas à essayer de voir si c'est adapté à votre situation, parce que c'est pas les fonds qui manquent, mais c'est parfois la viabilité économique des projets. Voilà. Donc tout se regarde et on pourra vous dire très vite ça vaut le coup de creuser ou ça vaut pas le coup de creuser. Voilà, on a un peu l'habitude, on a l'œil. Et si on vous dit ça vaut pas le coup de creuser, ça veut pas dire que votre projet est pas bon, ça veut dire juste que c'est pas ce dispositif-là qui est adapté et on essaiera de vous orienter vers d'autres, actives ou autres. C'est pas votre projet est bien ou pas bien, c'est votre projet est adapté. Enfin, cette solution est adaptée à votre projet, continuons ensemble. Cette solution n'est pas adaptée à votre projet, on vous conseille d'aller plutôt voir tel ou tel. Parfait. Merci beaucoup Valérie pour
pour ces précieuses informations. Vous retrouverez sa présentation dans le mail qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Bien sûr, vous pouvez aller voir, vous rapprocher du Crédit Coopératif. Et puis, pour ceux qui veulent être mis en relation avec Valérie, comme précisé, vous pouvez m'envoyer un mail et je n'hésiterai pas à vous mettre en relation. Je vous partage actuellement à l'écran pour finir la page de la LPOM où vous pouvez retrouver toutes les ressources mises en place par le MOVE avec l'aide de tous nos partenaires et les acteurs avec qui on travaille, et notamment le Crédit Coopératif. Il y a une hotline, une boîte à outils, on a un programme de mentorat et puis voilà, on a toute la programmation de nos webinaires sur cette semaine et les prochaines semaines qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour trouver potentiellement des outils, des clés, des informations qui peuvent vous aider à avancer pendant cette crise et puis à commencer à préparer la reprise. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur le Crédit Coopératif, je vais vous partager le lien du site internet dans le mail. Et si vous voulez plus d'informations sur le MOVE et pourquoi pas nous rejoindre, devenir adhérent, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera avec plaisir pour échanger avec vous. On a mis en place actuellement une adhésion solidaire là, pour permettre même à ceux qui ont des difficultés de pouvoir adhérer à la hauteur de leurs moyens pour pouvoir pleinement profiter de la force de ce réseau. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. J'échange avec vous avec plaisir. Encore merci Valérie. Très bonne journée à tous et merci Mathieu pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.